Bonjour, mon nom est Bernard Hamel, je suis sculpteur à Saint-François de l'Île-d'Orléans. Nous sommes présentement dans ma petite boutique dans l'atelier. Je travaille surtout le bois, mais le métal et la pierre aussi. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Bonjour Bernard Hamel. Bonjour. Un nom qui a une certaine connotation artistique au Québec. Peut-être, oui. Lorsque tu viens entre autres de m'évoquer dans notre préparation que ton arrière-grand-oncle, si je puis dire, Arrière-grand-père et son oncle à lui et son oncle à lui. étaient des artistes peintres importants à Québec. Théophile Hamel notamment. Théophile et Eugène Hamel, oui. Eugène Hamel. Eugène a été beaucoup une inspiration pour moi pour me lancer en art quand j'étais au collégial en art plastique. Là. Et Eugène Hamel, tu m'as dit que c'est entre autres de lui dont on retrouve la plupart des peintures, ou plusieurs tableaux d'hommes politiques au Parlement. Oui, au Parlement de Québec, dans le corridor là, qui mène, je ne sais pas quel salon, là, mais je suis allé avec mes garçons il y a quelques années pour une visite scolaire, puis j'ai dit, viens voir les peintures de ton arrière-grand-père, puis tout ça, puis c'est flatteur, c'est le fun. Et Théophile, ben, c'est un nom peut-être un peu plus connu encore. Ouais. Lui était portraitiste, mais... Vraiment portraitiste à Québec. Il y a beaucoup de ses peintures au musée, puis dans les églises aussi. Puis il a été l'apprenti de Plamondon, donc deux grands portraitistes de l'époque. Alors, c'est ça du côté historique. Géographiquement, ben, tu es quelqu'un qui est venu à l'île d'Orléans il y a une quinzaine d'années. Oui, 10-12 ans. Tu es de Québec, en fait. Oui, je suis de Québec, tout près du cégep Sainte-Foy, dans le fond. Puis mes parents sont originaires de Québec, tous les deux, donc un vrai Québécois. Et tu es sculpteur, je ne pense pas l'avoir encore précisé, mais contrairement à ton arrière-grand-oncle, ou l'oncle de ton arrière-grand-père, ben, toi c'est la sculpture. Ouais. Puis au sens très large, tu en fais dans tous les matériaux. Ouais, surtout le bois là, depuis quelques années, parce que c'est plus pratique pour moi dans l'atelier, mais j'aime bien la pierre aussi, donc je m'installe à l'extérieur quand je fais de la pierre. Mais j'en ai pas fait beaucoup ces dernières années. Puis je vais utiliser quand même aussi le métal pour... J'aime joindre plusieurs matériaux ensemble selon ce que je veux réaliser. Donc pierre et métal, pierre et cuivre, surtout la pierre Saint-Marc que j'aime bien travailler. Saint-Marc-des-Carrières. Oui, c'est ça. C'est un calcaire, donc une pierre sédimentaire. Puis, mais elle est très belle parce que quand elle est polie, elle peut quasiment ressembler au granit, mais remplie de fossiles, de petits coquillages et tout. C'est une très belle pierre. Puis j'ai travaillé un petit peu de marbre, des petits morceaux. Puis, mais c'est vraiment en général Saint-Marc que je travaille. Pourquoi la sculpture en fait et pourquoi pas la peinture puisque... Ben, j'ai commencé par faire le dessin, j'ai appris à dessiner tout seul. C'est vraiment le dessin que j'ai développé en premier. Ensuite, quand j'ai fait mon cours en collégial en art plastique, on faisait de la peinture. J'avais fait de la peinture aussi avant, mais bon, la peinture c'était comme habituel. Mais la sculpture, vraiment, là, c'est là que j'ai découvert dans mes cours avec les exercices de modelage. Puis on faisait pas de taille directe, mais c'était vraiment du modelage. Donc c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre. Puis que je me suis dit, je vais continuer en sculpture à l'université. C'est le fait qu'il y a une troisième dimension sur laquelle on a plus de contrôle. Puis la matière aussi. La matière, ok. Oui, ça, j'ai beaucoup exploré la matière à l'université. J'ai fait de la pierre, beaucoup de métal. Puis c'est les textures des différentes matières. Puis ça m'intéressait beaucoup.
Puis pas nécessairement que ça soit figuratif. Au contraire même, c'est très matière puis forme qui m'intéressait. Puis c'est ça, j'ai fait aussi de la céramique à l'université, donc c'était la texture, les différentes textures qu'on pouvait aller chercher dans la terre. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré au point de départ. J'imagine qu'il y a la lumière aussi qui doit intervenir, comme pour un peintre aussi, mais là avec d'autres possibilités, d'autres effets, selon les matériaux, entre autres. Oui, c'est ça, les ombres et lumières, bien sûr, puis la profondeur là, dans la matière qui vient chercher des ombres, puis tout ça, ça m'intéressait aussi. Ouais. Il y a même, tu m'as dit un peu plus tôt que tu as touché un peu à la glace. Ouais, donc, il y a une transparence aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a une difficulté là. Je fais de la glace dans certains événements en hiver, bien sûr. Ça pourrait être en été aussi, ça se fait l'été, mais moi, c'est plus l'hiver que j'en fais, puis ça se travaille bien, c'est tendre. C'est de la taille directe, avec les mêmes outils, scie à chaîne, gouge et tout. Là. Puis ça se travaille très bien, c'est tendre, puis c'est le fun à travailler parce que ça se travaille assez vite. On fait des démonstrations rapides aussi pour que les gens puissent voir du début à la fin une sculpture. Donc c'est avec le soir quand on travaille avec des lumières, des LED qui éclairent, là, c'est spectaculaire, c'est beau. Là, puis la transparence vient jouer, puis le trait de scie, ça fait comme quelque chose de mat, puis après on peut le lisser, mais en tout cas il y a des jeux à faire. Là, Quand tu dis les mêmes outils, c'est en référence au bois. Oui. Quand on parle de la pierre, j'imagine non, que là, c'est différent. C'est différent. Il faut que ça soit pour la glace et le bois, c'est les mêmes outils très tranchants. Il faut que ça coupe vraiment bien. Puis la pierre, c'est plus des ciseaux à froid, puis les meules aussi, là, mais c'est pas les mêmes outils du tout. L'outillage électrique pour certains, peut-être? Oui, les deux. Les deux. Ouais. Le bois, je travaillais avec, au début à la scie à chaîne quand c'est des grosses pièces. Sinon, scie à ruban, tout ça, on dégrossit. Ensuite, c'est avec les gouges, puis les meuleuses, avec des outils spécialisés, là, qui a des dents pour dégrossir et tout. Puis ensuite, c'est le ponçage mécanique, là, avec les meuleuses aussi, ou des petits outils plus fins. Puis, mais pour la glace, ça va être vraiment la scie à chaîne et les gouges. Ben, il peut y avoir aussi la meuleuse droite, là, en bon français, le die grinder, avec des têtes. Là, avec les têtes. On peut travailler la glace avec ça. Là, on parle, dans le fond, plus de l'aspect technique, mais ton univers comme tel, qu'est-ce qui t'inspire, peu importe les matériaux, les sujets, les thèmes? Ce qui m'inspire, c'est la vie passée ou présente, mais les traces de vie beaucoup. Ah. Puis l'intériorité des choses, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des choses. Donc j'ai beaucoup de pièces qui font référence à ça, soit qu'on ne voit pas l'intérieur, mais on imagine qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ou quand j'ouvre la masse, si on veut, puis là, je vais creuser à l'intérieur. Tu dégages... Puis c'est ça, là je vais avoir un projet pour une exposition en 2017, c'est ça, ça va être vraiment l'intériorité, donc des choses qui sont différentes de ce qu'il peut avoir habituellement à l'intérieur de quelque chose, comme un tronc d'arbre. On s'imagine d'habitude un tronc d'arbre, mais là, je vais l'ouvrir, puis il va y avoir d'autres choses à l'intérieur, une autre forme, ou quelque chose de sculpté à l'intérieur, ou une autre matière, ou quelque chose comme ça. On a aussi, je pense assez souvent, l'impression qu'une sculpture de moyenne dimension, ça demande, peut-être du fait qu'il y a 3 dimensions, ça demande plus de temps, plus de travail qu'une peinture de taille équivalente. Et dans ce sens-là, est-ce que on peut, comme sculpteur, à ce moment-là, envisager aussi ce que font certains peintres? Certains peintres, à partir d'un thème, ils vont développer des séries. Ouais. Est-ce qu'en sculpture, est-ce qu'il y a un peu ça qui peut jouer, ou on travaille plus en fonction de la pièce unique? Ben, une série, ça peut être la pièce unique aussi, une série de pièces uniques, là, mais avec le thème, c'est sûr que moi je travaille beaucoup comme ça. En fait, c'est ta démarche. Ça peut être une série de pièces qui sont liées à un thème ou ça, c'est pas toutes des pièces uniques complètement différentes. Là. Fait que c'est sûr que de travailler en série, c'est sûr. Puis pour des plus petites pièces aussi,
Je fais des petits oiseaux aussi qui sont plus accessibles là, pour la vente dans ma petite boutique par galerie. Ben, c'est sûr que c'est une série, mais il n'y en a pas un de pareil. Là. Ça sera pas... Parce qu'on a tendance à utiliser le mot série pour dire ben, là, je fais cette pièce-là, ben, je vais en faire. Non, je suis conscient que ça peut avoir deux sens, effectivement. C'est ça, mais si tu. On ne parle pas de pièces moulées. Là, non, c'est ça. Si j'allais dire en fonderie, tu peux faire pas en fonderie, 25. C'est ça. Non, ou une lithographie à partir d'une peinture. Ouais, c'est ça. On parle d'autre chose. Non, mais c'est sûr que quand j'ai une idée, ben souvent je vais l'exploiter comme l'exposition que j'avais faite il y a quelques années, c'était lié au rivage. Donc c'était toutes des choses qui étaient en lien avec ce qu'on pouvait retrouver sur un rivage, mais il n'y avait pas grand-chose de réel. C'était des choses inventées, mais inspirées de choses réelles, de vie passée réelle. Mais comme j'ai une sculpture à la galerie Ni Vu Ni Cornu, où j'ai des pièces, c'est une pièce en albâtre des îles de la Madeleine et en laiton. C'est une masse qui pourrait avoir l'air d'une tête de méduse, d'un corps de méduse, avec comme un squelette qui s'en dégage en laiton. J'ai appelé ça au temps où les méduses avaient un squelette. Fait que ça se peut pas, mais c'est comme si c'était un fossile de méduse. Donc, tu as interprété une possible phase de transition dans le temps. Puis c'est ça. C'est une chose qui n'a jamais existé, mais comme si ça avait existé. Puis d'autres choses aussi que je fais c'est comme des anachronismes ou des modifications de l'histoire par mon imagination. J'allais justement dire, est-ce que tu vas loin dans l'imaginaire en général ou il y a toujours quand même un point d'ancrage? Ben, il y a tout le temps un lien avec la vie qui aurait pu exister, là, mais ça n'a pas existé nécessairement, puis c'est pas des choses qui ont existé, mais il y a tout le temps un petit lien possible avec la... Est-ce qu'il t'arrive de faire carrément de l'abstraction, comme on fait en peinture? Oui. La forme pour la forme? Oui. Oui, ça arrive régulièrement. Moins qu'avant, mais beaucoup. Quand j'ai utilisé du bois de grève, là, je vais me laisser aller plus... Mais il y a tout le temps le petit côté d'intériorité encore, que je vais aller creuser l'intérieur, puis c'est coloré plus clair à l'intérieur, où on sent une épaisseur, donc il y avait quelque chose à l'intérieur, où il y a tout le temps cette idée-là quand même. Mais c'est abstrait, c'est un morceau de bois sculpté, teinté, puis... On remarque dans ton atelier qu'il y a quelques pièces là, que tu m'as montré tout à l'heure qui sont comme des pièces, pas vraiment des ébauches, des études, je dirais. Ouais. Des pièces qui ont pu être... qui ont servi ensuite à refaire la pièce à une autre échelle, par exemple, dans un matériau différent. C'est arrivé à quelques reprises? Oui, c'est ça. Quand je vais dans les symposiums en France ou en Suisse, je vais généralement me faire... je travaille par croquis beaucoup, puis il faut envoyer une maquette en photo. Fait que là, je fais un petit modelage rapide, mais je travaille plus en croquis parce que c'est plus rapide, puis tu fais ça n'importe où, tu sais. Puis tu peux travailler plus rapidement, tu modifies, tu tournes la page, tout ça. Puis ensuite, je vais utiliser un tronc d'arbre, puis je vais commencer à sculpter dedans d'après le croquis que j'ai choisi, puis que j'ai envoyé quand je suis accepté, là. Puis là, je commence à l'ébauche pour savoir combien de temps ça peut me prendre, puis si je vais être dans les temps, parce que c'est rapide, le symposium, c'est 4-5 jours. Parce qu'un symposium, là, pour ceux qui seraient moins à l'aise ou au courant avec ce concept-là, normalement, tu travailles sur place. On travaille sur place, devant le public. On a un tronc de fourni, des troncs entre 1,50 m et 2 mètres. C'est la matière brute au départ. C'est ça. Tu n'arrives pas qu'une pièce qui est déjà rendue aux 3/4 de son matérialisation. On commence, donc c'est stressant un peu au début. Fait qu'en m'étant pratiqué un peu, ça enlève du stress. Je sais par où je commence, puis je sais quelle étape je dois faire en premier. Fait que ça facilite les choses rendues là-bas pour enlever un peu de stress. Mais symposium, c'est super enrichissant parce que tu parles avec d'autres sculpteurs, puis tu parles avec les gens, puis tu fais ta sculpture en même temps. Tu penses juste à ta sculpture pendant 4-5 jours. Tu n'as pas à penser à ton souper, c'est déjà fait. Tu n'as pas à penser à faire le ménage.
T'es pris en charge, on te décharge de ces aspects-là. Fait que tu viens sculpter, puis tu dors, puis tu manges, puis... Mais il y a un défi d'efficience. Il faut que tu ailles chercher le maximum en toi. Faut même que si tu tu sois efficace, puis tu as quand même, soit on est payé, donc tu as un contrat, il faut que tu fasses ce que tu as dit que tu ferais, puis il faut rendre la sculpture à la fin le mieux fait possible. Là. Tu parlais des échanges avec les autres artistes, mais dans un contexte comme celui d'un symposium, est-ce qu'on peut se sentir poussé dans le dos à un moment donné en voyant, parce qu'on voit un peu, il y a des temps d'arrêt, j'imagine, où vous circulez un peu, oui, on se parle, vous voyez comment évoluent les pièces des autres, leurs difficultés, leurs hésitations. C'est ça, moi je travaille assez lentement, donc au début, c'est placer les choses, la première journée, c'est tout le temps difficile, je place dans ma tête les choses, puis c'est long, puis là, souvent les Italiens, ils vont vite, puis tout ça, mais là, j'ai beaucoup pris d'assurance et de vitesse, là, mais je dois placer les choses. La première journée, c'est comme, je dis, mon Dieu, je suis pas avancé, mais dans le fond, je suis avancé parce que j'ai placé les choses, puis ça me sécurise, puis ensuite, là, ça va, puis à la fin, je rends la sculpture. Je travaille jusqu'à la fin. Il y en a qui se dépêchent au début, puis à la fin, ils travaillent moins, puis ils se promènent plus, là, mais moi, je prends tout le temps. Mais cette année, ça a vraiment bien été en France. Là. J'ai ma dernière sculpture là-bas. Ça était sorti, là. Tu arrivais, puis tu la voyais là, après 2 jours, puis là, je me surprenais moi-même. Là, mais... Est-ce qu'il y a des mauvaises surprises, des fois, dans le sens que ben là, ils ont déjà reçu vos croquis, vos esquisses, ils vous fournissent normalement la matière brute qui tient des fois, compte. Ça arrive. Mais tout à coup, que la pièce de bois, par exemple, il y a 2 ans, les morceaux de bois ils me garantissaient 80 cm de diamètre. Puis là, on est arrivé là, puis il y avait les plus gros avaient 60 cm, puis même certains avaient 2 troncs d'arbres de 40, fait que là, ça marche pas, là. Tu as planifié ton affaire pour faire ça dans... Puis justement, c'était pour faire cette sculpture-là, donc moi, j'avais calculé pour un tronc d'environ 80 cm. Puis là, c'était tous des plus petits, fait que ça marchait pas. Il aurait fallu que je fasse une petite pomme toute petite avec c'était gourmandise. J'avais fait une pomme, un quart de pomme, un trognon de pomme avec un petit garçon qui fait la sieste dans le trognon de pomme après l'avoir mangé. Puis là, ça aurait été trop petit. Mais là, il y avait un autre tronc qui mesurait 1,25 m de diamètre. Donc là, c'était énorme. Fait que j'ai pris celui-là. Mais là, ça engageait plus de temps de dégrossissage. Est-ce que tu changes d'échelle dans ce temps-là? Est-ce que tu dis, bon, ben là, je vais faire quelque chose qui va être plus gros que ce que j'avais pris? Ben oui, c'est ça. C'était plus gros parce que là, je n'allais pas faire quelque chose de 80. J'avais l'espace pour faire une belle grosse pomme. Là, fait que j'ai dit, je me lance, mais là, c'était stressant parce que j'ai travaillé 2 jours à dégrossir plutôt que juste une journée. Là, puis là, on a quand même... Avec les outils électriques, on peut travailler, je veux dire, les outils mécaniques, on peut travailler juste la première fin de semaine dans ce symposium-là, puis quelques heures par jour le matin, pour pas déranger parce que c'est en ville. Fait que fallait que je gaule, comme on dit. Donc, c'était stressant, mais j'ai réussi à faire le travail, puis j'ai remporté le prix. J'étais fier. Des surprises, des fois, parce que je vois ta pièce de bois, là, puis je sais pas depuis combien de temps cette pièce-là a été aussi sculptée. 2 ans. Ouais. Je remarque qu'il y a des craquelures. Oui, c'est ça, normal, parce qu'un tronc d'arbre, quand il est vert, c'est normal qu'il fende. C'est sûr que ça va fendre, mais là-bas, ils sont toujours verts. Mais ça ne fend pas en quelques jours. Fait que, il faut s'assurer de faire un trou dedans ou de faire une incision à quelque part pour qu'il puisse fendre à cet endroit-là pour diminuer les tensions et tout ça. Mais c'est sûr, surtout en France, souvent ce qui arrive, c'est que ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé cette année, mais je suis passé à ça avec Madame Lucie. C'est qu'il y a des éclats de buis dans les troncs. La Bresse ça a été démolie 5 fois dans l'histoire, donc aux 2 dernières guerres mondiales. Puis, il y a des éclats de buis dans le bois. Ou des clous, des choses comme ça. Là, reçu par l'arbre quand il était plus jeune. Oui, puis là, ça se referme par-dessus, puis ça pousse. Puis là, tu arrives, tu vois pas, puis là, kick-link. Fait que cette année, il y avait un clou dans ma pièce, mais je suis passé, j'ai donné un trait ici, puis j'ai vu c'était guéri. J'ai dit, oh, il doit y avoir quelque chose là, puis là, j'ai creusé, puis il y avait une vis ou un clou. Fait que c'est des choses qui arrivent, mais il y a quelques années, c'était un Italien, lui avait pris un éclat d'obus, puis
Ça arrive régulièrement. Puis cette année, j'étais allé à Sainte-Luce-sur-Mer, puis là, j'avais une grosse vis à peu près à ça de creux dans mon tronc. Puis là, je l'ai attrapé avec ma scie. Fait que c'est... Briser l'outil. Ouais, il faut changer la chaîne, puis là, il faut aller sortir la carie. C'est ça. Tu as parlé de quelques symposiums. En fait, tu as participé déjà à plusieurs symposiums, puis pas juste au Québec, au Canada, en France, entre autres. En France puis en Suisse, oui. Puis surtout, j'ai été 4 ans de suite à la Bresse, dans les Vosges. C'est le symposium Camille Claudel. C'est un grand symposium. Puis c'était le 25e anniversaire cette année. Donc, j'y suis encore allé. Puis là, on est une vingtaine de sculpteurs. Il y en a 2, 3 sur pierre, puis 2 qui font du métal. Le reste, c'est du bois. Puis je suis allé en Suisse aussi 2 années de suite à Thyon. C'est une station de ski. Puis qu'on sculpte dans le village qui monte à la montagne. Donc, on est logé dans les chalets de skieurs. Donc, on a le petit appartement avec la vue, bien sûr, majestueuse. Puis l'air est pur. C'est vraiment des beaux événements vraiment intéressants. Puis on est payé, logé, nourri. Et tu as gagné des prix à certains de ces endroits-là, ce qui n'est pas négligeable. À la Bresse, j'ai gagné le premier prix 3 années de suite, dont celui de cette année, qui était d'habitude, il y a un thème, mais cette année, il n'y avait pas de thème. C'était libre parce que c'était le 25e anniversaire, donc c'était tous des anciens gagnants depuis 25 ans. Donc, c'était un haut niveau, là. Je pensais pas... Tu as réussi à faire ton chemin jusqu'au sommet. Oui, je pensais pas, mais ma sculpture, j'étais vraiment fier de ma sculpture, parce que d'habitude, on fait notre sculpture, bon, puis on la laisse là, puis on peut la vendre, mais si elle n'est pas vendue, on peut la laisser là 3 années de suite, puis après, c'est eux qui la gardent si on ne la récupère pas. Et moi, je ne les récupère pas parce que c'est trop gros. Alors, mais quand tu es le gagnant, ta sculpture, tu reçois le prix, mais la sculpture est tirée au sort parce que c'est le public qui vote. Il y a à peu près 2000 personnes qui votent. Puis là, c'est le gagnant, un tirage au sort, puis il gagne la sculpture. Mes sculptures sont chez quelqu'un à la Bresse ou en Alsace. C'est vraiment flatteur que ce soit la grande population qui vote pour ma sculpture. Puis cette année, ma sculpture était vraiment... quand je disais qu'il y a un lien qui se fait entre la sculpture et la personne qui regarde, là, cette sculpture-là, j'ai fait un hommage à Camille Claudel ou à la condition féminine, parce que Camille, elle a été internée pendant 30-40 ans de sa vie, puis elle voulait faire la sculpture, puis elle était contrainte, en tout cas. J'ai fait une femme qui a les bras coincés dans sa robe, puis avec un bandeau sur les yeux. Donc, elle n'est pas libre de voir ce qu'elle veut voir, elle n'est pas libre de faire les mouvements qu'elle veut. Un peu comme Camille Claudel a vécu dans son époque. Préjugé vis-à-vis des femmes artistes. C'est ça, exactement. Puis que c'était son frère, il fallait qu'il fasse la vie d'artiste, poète et tout, mais pas la fille. Donc, moi, les injustices, ça me choque. Donc, j'ai fait une sculpture un petit peu plus engagée parce qu'encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices envers les femmes. Puis, divers niveaux, religieux ou non, dans le travail et tout. En tout cas, il y a beaucoup d'injustices encore, puis je trouve ça important. Puis là, cette sculpture-là, vraiment, elle parlait. Là, les gens la voyaient de loin, puis ils disaient « on l'a vue de loin, puis ça vient nous chercher, puis tout ça. » Puis là, ça me faisait de quoi de la laisser, celle-là. Est-ce que tu as pu savoir ou même rencontrer les personnes? Non, je ne les ai pas rencontrées, mais j'ai vu dans un journal la photo. Où elle va se retrouver? Oui, elle va être en Alsace, celle-là, chez des gens qui l'ont gagnée. Mais j'ai rencontré ceux qui ont gagné celle-là. La gourmandise, c'est des gens de la place de la Bresse, puis cette année, ils sont venus me voir, puis ils ont dit « on veut que vous veniez voir la sculpture chez nous. » Puis qu'on a pris une photo ensemble chez eux. Puis, fait que ça, c'est le fun. Puis l'autre, il y a 3 ans, j'avais gagné aussi. Elle est partie, je sais pas où, je pense que c'était en Alsace aussi. Mais j'ai pas vu.
Et chez nous, à Lille même, puis peut-être en région, au Québec, chez il y nous, a de tes pièces qui sont considérées comme de l'art public là, qu'on peut retrouver. Oui, il y en a une que j'ai faite ce printemps pour le village de Sainte-Pétronille, devant le centre communautaire. C'est un hommage au quai de Sainte-Pétronille qui faisait le lien entre Québec et Lille. Donc c'est comme un chemin qui se transforme en gazon, mais c'est un chemin qui représente les vagues en pavé, puis il y a 3 piliers de quai avec un reste de voilure accroché dedans. Donc, symbole du vent qu'il y a à Lille, symbole du quai qui faisait le lien entre le fleuve Québec et Lille, puis ce lieu important de l'histoire de Lille. Puis il y a une dame de Lille qui me dit « Ah, ça représente bien une vieille. » Puis elle me dit « Ça représente bien l'île d'Orléans, le vent, puis tout ça. » Fait que j'étais flatté, ça fonctionne. Puis j'ai une autre sculpture que j'ai faite à l'espace Félix Leclerc. C'est ça que j'allais dire, oui. Quelques années, je pense. Oui, il y a 4 ans. Mais là, elle est à l'intérieur dans la halle d'entrée. C'est la plume du poète. C'est une grosse plume de 8 pieds de haut. Qui représente... il fallait faire quelque chose en lien avec Félix Leclerc. Donc moi j'ai fait la plume du poète, donc que ce soit pour son écriture, ses chansons et tout ça. Mais c'est vraiment une grosse plume, un tronc de 1,20 m de diamètre par 2 mètres de haut. Puis là, elle est à l'intérieur, mais les autres sculptures sont dans le sentier qui descend, les autres sculptures des autres sculpteurs. Mais moi, j'avais dit, elle est trop fragile, il faudrait la mettre en dedans. Puis là, ça avait été accepté. Mais tu as choisi un objet intime, très intime, que ça va parce que tu vois aussi que ça reflète bien toute la poésie de Félix. Là, fait que ça fait bien à l'intérieur aussi. Si des gens veulent découvrir de tes pièces autrement qu'en se déplaçant, j'imagine que tu as un site web. J'ai un site internet, oui, c'est simple, c'est bernardhamel-sculpteur-en-un-mot.com. Puis là, j'ai toutes mes sculptures, pièces uniques, symposium, glace. Puis c'est facile d'accès. Où les gens peuvent passer aussi par le biais du site de Bleu, le regroupement des artistes artisans de l'Orléans, puis ils vont voir ta fiche d'artiste, membre de Bleu. La petite démarche, puis tout ça. Mais la démarche est sur mon site internet aussi. Puis si vous voulez vous déplacer, bien, vous pouvez prendre rendez-vous ici, puis venir ici me rencontrer, ça va me faire plaisir. On donne l'adresse, Saint-François de l'île d'Orléans. Saint-François, 3053 Chemin Royal, Saint-François de l'île d'Orléans. C'est vraiment sur le bord de la route, c'est facile à voir. Puis j'ai une enseigne à mon nom, donc c'est facile à voir. Dans un décor magnifique, avec le Cap Tourmente au loin. Puis on peut prendre un petit café, puis s'asseoir, puis regarder le paysage, puis regarder mes sculptures. Bernard, je suis sûr que les gens vont venir à partir davantage peut-être du printemps prochain, mais déjà cet automne. N'importe quand, la porte est ouverte. Ça va me faire plaisir de recevoir les gens. Puis on va te suivre dans tes voyages à l'étranger, parce que tu nous as bien représenté jusqu'ici. Cette année, je vais essayer de rester au pays un peu, dans d'autres symposiums, mais... pour préparer des choses qui ensuite prendront leur envol à leur tour. Ou que tu iras réaliser d'une façon plus définitive sur place. Peu importe l'endroit. Je te remercie. Ça fait plaisir. Une belle participation. Merci beaucoup à vous. Tu nous arrives presque en fin de notre saison d'histoire, mais tu es déjà un grand nom, puis on est fiers de toi. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 900 millions de dollars au Québec.